Bienvenue pour cette table ronde dans le contexte du Talk to Channel, IT Partners 2025, une table ronde sur le sujet du Green IT. Et la chance que nous avons, c'est d'avoir avec nous 3 spécialistes qui vont pouvoir nous donner des idées, des points de vue, des éléments de réflexion pour construire une stratégie en tant que professionnel de l'IT, professionnel de la distribution. L'idée étant d'intégrer aujourd'hui ces nouvelles tendances, ces nouvelles obligations, ces nouvelles contraintes, mais également ces nouvelles opportunités pour construire des offres pour nos clients, mais également pour répondre à des appels d'offres, mais également pour être compliant avec beaucoup de demandes de grands donneurs d'ordre. Pour participer à cette table ronde, j'ai la chance d'avoir avec moi aujourd'hui Arnaud Velthuizen, qui est DGA du groupe Cohesio, mais également, et j'allais dire presque surtout pour nous aujourd'hui, président de l'association Eben, qui représente donc un grand nombre de revendeurs et de distributeurs dans l'environnement bureautique et informatique. Nous avons la chance d'avoir avec nous Paul Ledantais, qui est président d'une société qui s'appelle ECO, spécialisée dans le Green IT, spécialisé dans la RSE, spécialisé dans la labellisation et les parcours qu'il faut suivre pour être labellisé. Mais il a eu une autre vie qui lui donne une force importante pour nous accompagner dans dans ce parcours, dans ce trajet. Et puis nous avons la chance avec nous d'avoir James Martin, qui est spécialiste de la sustainability chez Scaleway. Scaleway, c'est une société qui appartient à une petite marque française d'informatique. James, est-ce que je peux commencer par vous et vous demander de nous présenter Scaleway et éventuellement après nous dire ce que vous faites dans cette société? Oui, merci Paul. Donc, Scaleway, c'est un fournisseur de cloud français. En fait, il n'y a pas beaucoup de fournisseurs de cloud en Europe. En gros, il y a nous, il y a OVH. On fait partie du groupe Iliad que vous connaissez sûrement. Donc, Oui. mon big boss, c'est Xavier Niel. Mais c'est pas pour faire du name dropping, c'est aussi pour vous expliquer ce que je fais chez Skyway. Je suis responsable du contenu, de la communication et j'ai un focus tout particulier sur la partie durabilité parce que quand j'ai rejoint Skyway il y a 4 ans, on parlait beaucoup du fait qu'on a un data center en particulier qui est un des plus durables en Europe. Je pourrais peut-être expliquer après pourquoi. Mais depuis, on a appliqué cette approche. Donc, Green IT, c'est pas que les data centers, c'est aussi le hardware, comment on réduit l'impact du hardware, comment on réduit l'impact aussi du software, comment on mesure ces impacts. Donc, moi, mon point de vue, c'est il n'y a pas d'approche Green IT qui ne considère pas ces 3 éléments en même temps. Ça, c'est mon Graal, si vous voulez. Alors green c'est aussi le pullover, donc c'est jusqu'au bout. Il faut. Cas où on ne sait pas de quoi je parle, oui, c'est une pense bête. Paul, est-ce que tu peux te présenter et nous dire ce que fait la société Eco? Oui, ben bonjour. En 2 mots, donc moi je suis président fondateur d'ECO, qui est un cabinet conseil en RSE qui est spécialisé dans le secteur du numérique, donc des infrastructures numériques et du numérique responsable. Donc j'accompagne les entreprises, donc les professionnels du numérique, dans toutes les étapes de leur stratégie RSE. Donc là, on va pas mal parler d'environnement, de Green IT. Donc je fais des bilans carbone, je fais des analyses de cycle de vie multicritères et j'accompagne aussi à la création d'une meilleure compréhension de l'évaluation environnementale des réseaux et des structures, du software, du hardware, sachant qu'aujourd'hui c'est quand même un domaine assez nouveau, donc on est encore dans la phase de recherche et développement, de pouvoir analyser, créer des méthodes, créer des données qui permettent d'évaluer correctement les impacts. On voit dans les études avec l'ADEME que ça bouge beaucoup, ça change. Il y a une répartition entre data center, réseau et terminaux qui évolue assez régulièrement en fonction de la méthode qui est utilisée. Donc je contribue à ces sujets-là. Donc ça, c'est le premier point environnemental. Et l'autre activité qu'a ECO, c'est d'accompagner le monde du numérique dans la stratégie RSE. Donc pouvoir avoir, au-delà de la partie environnementale, tout ce qui est social, tout ce qui est gouvernance, tout ce qui est éthique, pouvoir couvrir vraiment tout le spectre de la RSE pour avoir une vraie stratégie RSE au sein d'une entreprise et dans la filière plus globalement. Ça fait un spectre assez large d'activités. Quel est ton parcours? Comment est-ce que tu es arrivé un petit peu? Parce que la RSE, c'est assez récent. On n'est pas tous nés dans la RSE. Comment est-ce que tu es arrivé jusqu'à la RSE?
Quel a été un petit peu le parcours et les éléments déclenchants qui t'ont amené vers ce sujet? Ouais, alors moi je fais partie des gros consommateurs à la base. J'ai été plus de 20 ans chez Orange à construire des réseaux fixes mobiles, à répondre à des appels d'offres de marché public. Et après j'étais directeur général de Cosc Télécom, qui est un opérateur de fibre pour les entreprises. Donc j'étais plutôt dans le business, hein, B2C et B2B. Ça m'a permis de connaître très bien les réseaux, de connaître très bien les architectures et l'écosystème. Les gens et les sociétés qui travaillent autour de ces sujets-là. C'est des sujets passionnants, mais c'est vrai que le sujet de la RSE, c'était pas quelque chose qu'on regardait. On n'avait même pas conscience, forcément, jusqu'il y a peu, qu'il y avait un impact, qu'il y avait un impact sur la planète, qu'il y avait un impact social. Il y a un moment donné, il y a une prise de conscience que j'avais envie déjà de créer quelque chose et de créer quelque chose à impact. En fait, assez naturellement, je suis arrivé et je commençais à apprendre, à découvrir ces sujets de la RSE au travers du numérique responsable, mais au travers aussi des autres activités qui étaient plus mûres, qui étaient plus matures sur ces sujets-là. Donc un des premiers enjeux que j'ai eu, c'était de me rapprocher des fédérations et des clubs et des acteurs comme le CDRT ou comme Infranum pour essayer de comprendre où était le besoin et où est-ce qu'on pouvait avancer collectivement. Arnaud, pour te présenter, déjà du groupe Coesio, président d'Eben. Comment c'est possible? Parce que c'est un emploi à temps plein des deux côtés. Les journées sont longues, donc on a la possibilité, les nuits sont courtes, donc on a la possibilité de travailler sur les deux aspects. Moi, j'ai la chance d'avoir un président fondateur qui me donne cette opportunité et qui me permet de passer du temps pour représenter l'ensemble des acteurs du secteur. Et tu arrives juste, tu étais sur un autre événement. Exactement, tu es bien informé, Paul. Tu étais où? J'étais sur ces prints jusqu'à ce matin, là, où j'ai quitté le salon pour venir ici sur l'IT Partner. Et là-bas, c'est un salon qui n'est pas très RSE, si? Alors, de plus en plus, les thématiques sont quand même celles-là. Il y a bien sûr au niveau de la technologie utilisée, bien sûr des mouvements importants. Et ce sont surtout, en fait, le RSE et le Green IT, ça peut être aussi une opportunité de business. Et donc la transformation, elle est utile pour ça. Et c'est ça qui intéresse d'ailleurs les adhérents de la fédération. Oui, avant de parler de l'utilité du Green IT, justement, les adhérents de la fédération Eben, est-ce que c'est un sujet qu'ils prennent à cœur? Est-ce que c'est un sujet qui les intéresse? Est-ce que c'est un sujet qui remonte dans les rankings des demandes? En fait, tu l'as dit, c'est l'écosystème dans lequel travaillent les acteurs de la distribution. Il est de plus en plus vert. Les clients sont de plus en plus, soit par passion, soit par contrainte, obligés de partir sur ces sujets-là. Et pareil, les fournisseurs de l'autre côté font évoluer leur stratégie et leur politique pour aller dans le RSE. James, pour continuer un petit peu ce que tu nous disais, en quoi un data center peut être Green IT? Peut être Green IT, peut être, Comment est-ce qu'on fait pour accoler ces deux mots? peut être moins impactant. En fait, il y a deux facteurs qu'il faut regarder avec les data centers. C'est l'efficacité de la consommation d'énergie, l'efficacité de la consommation d'eau. Le premier point, tout le monde en parle beaucoup. Le deuxième point, on est à peu près les seuls à en parler. Mais donc, le premier point, il y a des chiffres, c'est comparable. Si on veut savoir si son fournisseur cloud fait attention à l'environnement, on regarde premièrement son PUE, ça veut dire Power Usage Effectiveness, et ça veut dire combien d'électricité, en gros, est utilisée par l'équipement du data center. Si dans un data center, l'enjeu numéro un, c'est le refroidissement, si les serveurs ont trop chaud, ils ne fonctionnent plus. Donc, l'art de la guerre des data centers, c'est de trouver le système de refroidissement qui utilise le moins d'énergie possible et idéalement le moins d'eau possible. Donc, comment on y arrive dans ce data center précis qui s'appelle DC5, c'est à Saint-Ouen-l'Aumône précisément, donc en banlieue parisienne. Il n'utilise déjà, premièrement, ce data center n'utilise pas de clim. Donc, la plupart des data centers utilisent de la clim. Ça représente 30 à 40% de la consommation énergétique d'un data center. Donc, ce data center n'en utilise pas. Et pour ne pas en utiliser, donc, il utilise un système qui s'appelle free cooling. Ça veut dire, je prends l'air de l'extérieur, je passe par-dessus des serveurs et ça les garde à une température viable. Que se passe-t-il en été quand il fait autour de 30 degrés? L'air de l'extérieur, ça va réchauffer les serveurs. Donc,
on réduit, on utilise un système qui s'appelle adiabatique. Ça veut dire que l'air de l'extérieur vient traverser un mur de papier humide. C'est aussi simple que ça. C'est une technique qui date de l'Égypte ancienne et en passant à travers le mur de papier, la température de l'air baisse de 10 degrés et ensuite ça suffit pour refroidir les serveurs. C'est d'autant plus important que c'est dans ce data center-là que Scaleway a ses GPU pour les calculs IA qui chauffent beaucoup plus que des serveurs classiques et ce système arrive à refroidir même ces serveurs-là. Et dernier point, c'est super important, ce système a aussi l'avantage d'utiliser moins d'eau que les data centers de ce qu'on appelle les hyperscalers, les grands américains principalement. Ils utilisent un système qui s'appelle tours de refroidissement, qui sont heureusement interdits en France, mais on peut en trouver à Dublin notamment, ou aux Pays-Bas. C'est un système qui peut utiliser 25 litres d'eau par seconde. C'est quelque chose d'absolument hallucinant et dont les hyperscalers ne parlent pas du tout. Donc, nous, on insiste toujours sur, si Google, par exemple, dit notre PUE est très bas, 1,1, c'est vrai, mais leur consommation d'eau est absolument incroyable. J'ai fait le calcul. C'est limité parce que nos data centers sont sûrement plus petits que les leurs, mais sur les 25 data centers de Google et les 4 data centers que Scaleway utilise en France, nos data centers utilisent 800 fois moins d'eau que les leurs. C'est-à-dire qu'ils ont un système qui utilise beaucoup trop d'eau parce que ça les rassure sur la capacité de refroidissement. C'est vrai que c'est important de poser les bases quand on parle de RSE, de voir exactement ce qu'on consomme et de quoi il s'agit. Est-ce que tu as une idée de la consommation globale énergétique des data centers dans le monde, par exemple? Consommation électrique ou gaz à effet de serre, c'est pas. C'est à peu près 10%, c'est à peu près 10% de la consommation énergétique au monde, mais moi je préfère regarder les émissions du numérique au niveau mondial, c'est à peu près 4%. Et 1%, c'est les data centers. L'autre 3%, c'est le hardware. Et donc, c'est très important de parler du hardware aussi. Paul, c'est important, effectivement, avant de commencer à vouloir essayer de trouver des solutions ou essayer d'optimiser un process dans le monde du RSE, de bien poser les bases, de bien trouver comment mesurer. Et c'est pas si facile parce que on a des inputs qui sont importants. On achète. Comment est-ce qu'on fait au départ pour essayer un petit peu de poser ces bases de réflexion de façon chiffrée? Bah, déjà, la première chose, c'est de calculer tous de la même manière. Donc, cette harmonisation, elle est complexe. Aujourd'hui, il y a des normes. Donc le PEF 3.1 notamment, pour faire des analyses de cycle de vie multicritères des réseaux, des différentes parties du réseau dont on va parler. Et l'ADEME s'y intéresse beaucoup, notamment il y a les PCR, les Product Category Rules, qui permettent d'avoir une harmonisation de la méthode de calcul et qui permet aussi de commencer à réfléchir à des chiffres, à des façons de modéliser en modélisation des réseaux et comment chiffrer les réseaux, comment convertir ça en indicateurs tangibles qui permet de mesurer l'impact environnemental. Et effectivement, il n'y a pas que le carbone. Souvent, on pense au carbone, on pense directement à la consommation en kilowattheure qu'on peut convertir en carbone, à la consommation carbone de la fabrication du hardware, que ce soit l'environnement technique ou les équipements IT. Mais il y a plein d'autres indicateurs, notamment la consommation en matière. Et tout ça, ça s'évalue. Il y a peu de bases de données aujourd'hui dans le numérique. Donc nous, on travaille notamment avec l'ADEME activement à pouvoir mieux le chiffrer. Mais après, il faut avoir l'adhésion des professionnels. Donc aujourd'hui, dans le monde des réseaux, globalement, des grands opérateurs, il y a une obligation réglementaire qui fait qu'ils s'y intéressent depuis quelques années. Et donc, on partage de plus en plus les informations, on partage de plus en plus les données sur l'ensemble de la chaîne de valeur, ce qui permet d'avoir un meilleur chiffrage des réseaux, des data centers, des terminaux, même si on n'est pas arrivé au bout. D'autres secteurs d'activité comme le B2B, les réseaux d'entreprise, ou le satellite, ou les câbles sous-marins, c'est des sujets qui sont un peu plus nouveaux, où on a encore du mal à modéliser. Donc il faut avoir l'adhésion des différents acteurs pour pouvoir améliorer les méthodes de mesure. Arnaud, je crois justement que vous avez pris à la Fédération Eben les choses sous
4 axes. Vous avez regardé 4 axes principaux. Oui, mais tu vois, Paul, en fait, les informations, on a deux experts à côté de nous, et finalement, ces informations, elles ne sont pas assez connues par notre réseau. Donc, le rôle de la fédération, c'est justement de passer ces informations. Donc, nous, on a décidé d'aller en effet sur 4 axes. Le premier axe, c'est déjà de connaître l'empreinte carbone des produits. Donc, on a bien sûr des partenaires qui sont des constructeurs, qui nous fournissent des fiches ACV sur l'analyse du cycle de vie. Et donc déjà, le fait de compiler ces informations pour des petites entreprises, parce que les adhérents de la fédération sont des petites entreprises, c'est déjà un travail qui n'est pas forcément réalisé. Et donc, ils viennent nous solliciter pour cela. Le deuxième axe, c'est finalement, en fait, eux-mêmes font du reconditionnement de machines. Et donc, ils ne savent même pas quelle est la valeur, puisqu'ils deviennent du coup producteurs. Ils ne connaissent pas la valeur de l'empreinte carbone des matériels qu'ils remettent en place. Donc, on a un partenariat. Donc, je ne connaissais pas encore Paul. On est en train de signer un partenariat avec la société Corpo Karma qui, justement, va nous permettre de donner ces informations très théoriques, mais à nos adhérents pour pouvoir justement communiquer vis-à-vis du client final qui est demandeur sur ces aspects, encore une fois, d'empreinte carbone des matériels destinés au réemploi, à la seconde vie. Donc ça, c'est le deuxième axe. Le troisième axe, c'est le monitoring. Il y a de plus en plus d'outils d'RMM ou d'MDM, comme on dit, qui existent et qui permettent d'optimiser la consommation électrique. Tu peux expliquer RMM, MDM? Alors, donc, c'est Device des Management. outils de remote, de prise en main à distance des machines et qui permettent de piloter, tout simplement de paramétrer, de programmer l'usage des différents réseaux. Et donc ça, on se dit que c'est des gains assez simples finalement à mettre en place. Et donc cette partie-là. Et puis en fait, il n'y a pas de Green IT sans accompagnement humain. Donc ça, c'est le quatrième axe. C'est aussi de les aider à sensibiliser finalement leurs clients sur ces axes-là. Et donc on a pour but de mettre en place des opérations de formation de nos adhérents sur ces aspects. La sobriété énergétique, c'est un sujet qui est majeur aujourd'hui et donc la fédération doit forcément être présente sur cet axe. La fédération, ça représente combien d'adhérents? Donc la fédération, ça représente potentiellement 10 000 sociétés. On a 2600 adhérents dans la fédération. On représente 100 000 salariés. Et sur les 100 000 salariés, en fait, 60 000 sont dans des sociétés qui sont adhérentes de la fédération. Et aujourd'hui, par exemple, vous avez mis en place des groupes de travail, vous faites des Oui. réunions sur les aspects RSE? On fait des workshops, puisque c'est des demandes évidemment importantes. On essaye de leur fournir des informations. Donc on a tous les 15 jours des intervenants qui nous permettent de mieux appréhender le monde. Donc il n'y a pas que du Green IT, mais c'est en fait bien sûr dans nos axes prioritaires. Et donc on leur communique ces informations le plus possible sous cet axe-là. James, là, on parle beaucoup en fait d'un traitement d'un existant. On essaie de regarder comment on peut optimiser, comment on peut gérer un existant. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire au niveau de la conception? Et comment est-ce qu'on réfléchit ou on peut impacter sur ce qu'on appelle un peu l'éco-conception? Ça dépend de l'éco-conception de quoi, des produits, des logiciels. En fait, peu importe, parce que le plus important, c'est de faire ce qu'on a déjà dit, l'analyse du cycle de vie. C'est super important parce que on a commencé en parlant d'émissions, mais les émissions représentent qu'une partie de l'impact du numérique. Donc, on ne peut pas, par exemple, on ne peut pas éco-concevoir un logiciel. On ne peut que éco-concevoir un processus qui serait, par exemple, je réserve un billet de train en ligne. Donc, parce qu'il faut regarder tout du début du processus jusqu'à la fin. Donc, c'est comme ça qu'il faut faire. Et à chaque étape de ce processus, il faut regarder est-ce qu'il y a une solution frugale, une alternative frugale à ce procédé-là? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'avoir une super app mobile qui fait tout quand des notifications par SMS suffiraient, par exemple? Donc, pour moi, l'éco-conception, c'est simplement ça. Et c'est une des raisons pour lesquelles Skyway s'emploie de faire durer nos serveurs le plus longtemps possible, parce qu'on sait que, encore une fois, c'est là la majorité de notre impact. Donc, en effet, on a un atelier dans lequel on a industrialisé le processus de les reconditionner nous-mêmes. Et ça fait qu'ils peuvent durer jusqu'à une dizaine d'années, là où d'autres les jettent après 4 ou 6 ans.
Donc, pour faire durer, encore une fois, faire durer le hardware, c'est un des moyens les plus efficaces de baisser son impact, mais on arrive à cette conclusion que si on a fait une bonne analyse de cycle de vie au départ. Paul, on voit tout de suite en écoutant James combien c'est difficile de faire de la RSE dans une entreprise puisqu'on va toucher à la stratégie, on va toucher à l'organisation, on va toucher au fonctionnement même de l'entreprise en essayant de changer des process, en essayant de réactualiser ou de réorienter. Comment est-ce que tu y arrives quand tu vas dans une entreprise? Comment est-ce que c'est perçu par les chefs d'entreprise? Comment est-ce que ça peut se mettre en place? Alors déjà, Arnaud parlait de sensibilisation tout à l'heure, c'est un vrai sujet. Il faut travailler sur la sensibilisation. Il y a plein de choses qui sont sorties Y comme compris des chefs fresques, d'entreprise. particulièrement les chefs d'entreprise, mais également toutes les équipes. Une stratégie RSE où il n'y a que le chef d'entreprise qui est convaincu, ça ne marche pas. Et de la même manière, une stratégie RSE où il n'y a que les salariés qui sont convaincus, ça ne marche pas non plus. Je pense qu'on est sur un sujet qui est nouveau, on est sur un sujet qui fait peur, qui donne l'impression que finalement c'est un sujet secondaire, que la priorité c'est le business et que finalement s'occuper de la RSE c'est quelque part un peu anti-business. Qu'on ne peut pas faire de la croissance dans son entreprise si on fait de la RSE et que c'est une activité qui est à fond perdu, qui n'est pas rentable, qui est bien pour la planète, mais j'y penserai quand je fais suffisamment d'argent dans mon entreprise. Dans le monde du B2B, c'est un peu la logique qu'il y a. On constate avec le recul qu'une bonne stratégie RSE, c'est une stratégie qui est rentable. Quand on arrive à faire des réductions sur la consommation de la matière, quand on arrive à réutiliser, quand on arrive à allonger la durée de vie, c'est quand même des économies en euros aussi, hein. Ça fait du bien au portefeuille, ça fait du bien à la planète. Alors évidemment, des fois, le retour sur investissement est à moyen terme. Et il y a des effets assez indirects. Il y a un sujet réglementation, il y a un sujet appel d'offres. Si on veut gagner des appels d'offres, si on veut être conforme à la réglementation, de plus en plus, il va falloir s'intéresser à ces sujets-là. C'est des sujets qui sont du temps long aussi. Donc c'est important de s'y mettre avant que la réglementation arrive, sinon on est au pied du mur et on fait ça en urgence, donc on ne le fait pas bien. Après, globalement, il faut qu'on arrive sur le sujet à pouvoir échanger entre pairs et à pouvoir avoir une stratégie collective, pouvoir identifier dans la RSE les sujets qui sont matériels, les sujets qui ont vraiment de l'importance. Donc ça va être des analyses de cycle de vie qui vont dire que c'est plutôt les équipements qui ont un impact, ou alors c'est plutôt la consommation électrique, donc il faut plutôt migrer vers des équipements qui ont une meilleure consommation électrique, donc pouvoir mesurer efficacement et voir là où il y a des enjeux. Est-ce que c'est sur le carbone? Est-ce que c'est sur la consommation en eau? Est-ce que c'est sur la consommation en matière? Et tous ces sujets-là, ils sont en train de mûrir un peu tout en parallèle. Mais en tout cas, c'est un sujet qui est en train d'arriver fort. Est-ce que tu sens encore de la part des chefs d'entreprise, et plus particulièrement dans le monde IT que tu rencontres, une résistance au changement dans ce domaine-là? Tu en parlais, parce que j'ai l'impression qu'effectivement beaucoup de monde en parle, j'ai l'impression que c'est un sujet qui est d'actualité pour tout le monde, mais j'ai l'impression que ça se fait à très petits pas. C'est une activité qui se fait à très petits pas et qui s'accélère d'un coup. Moi, encore une fois, je fais le comparo par rapport au réseau de fibre optique ou les réseaux mobiles, où il y a 2 ans, on n'en parlait pas du tout, et aujourd'hui, toute la chaîne de valeur est impliquée de manière très intense. Aujourd'hui, dans le monde du B2B, oui, il y a une forme de réticence. La première, c'est que les clients ne sont pas intéressés. Donc, on va chercher d'abord à faire plaisir aux clients, à acheter un équipement neuf qu'on peut déballer, qui sent le neuf et qui est la dernière technologie, même si on n'en a pas besoin. Donc, on ne se pose pas trop la question de l'éco-conception. On ne se pose pas trop la question de l'économie circulaire. En même temps, c'est ça qui les fait vivre. Ouais, c'est ça qui les fait vivre. Donc après, c'est comment se poser autour de la table pour réfléchir à une bonne stratégie RSE qui fait que c'est quelque chose de rentable et c'est quelque chose d'inévitable. Donc autant anticiper les choses correctement pour faire en sorte que ce soit ça l'activité du futur, pouvoir faire des devis classiques, parce que c'est le client qui est roi, qui décide au final, mais pouvoir proposer des alternatives Green IT. Et pour ça, il faut mesurer efficacement, il faut avoir des solutions de seconde main, il faut avoir des solutions d'économie de la fonctionnalité, il faut avoir des solutions d'économie circulaire, et tout ça, c'est en maturant ces sujets-là qu'on arrivera à avoir quelque chose de tangible. Il y a beaucoup d'actions de consulting à vendre.
Ouais, Il y a tout, non, mais il y a tout bah, un marché il y a pour accompagner les entreprises, pour les aider. Il y a un énorme marché Il y pour a un faire ça. énorme marché, il y a un marché qui est lié aussi à la complexité du sujet. L'idée, c'est de le décomplexifier. Par exemple, les rapports de durabilité, on parle beaucoup des rapports de durabilité au format CSRD, qui est vu comme une usine à gaz et qui, au final, quand c'est bien amené, c'est un vrai outil de stratégie de l'entreprise qui permet d'avoir une vraie feuille de route et un tableau de bord efficace pour avoir une stratégie RSE efficace et rentable. Arnaud, il faut se faire aider. Bien sûr qu'il faut se faire aider. Oui. Non, c'est sûr que tout seul, c'est compliqué. Alors, tu disais, le mouvement est plutôt, on en parle et on n'avance pas. Je te dirais que les adhérents de l'Eben, beaucoup ont quand même travaillé sur ce qu'on appelle le scope 1 et le scope 2, sur leur bilan. Ils essayent de travailler sur des actions très concrètes, baisser tout simplement la température des bâtiments, basculer leur flotte automobile sur des véhicules électriques. Ça, c'est des mouvements qui sont déjà, on n'en parlait pas il y a Oui, 5 mais ans. ça Et vient pas maintenant, spontanément. Il faut se faire aider. Il faut qu'on nous donne les idées. oui, bon, il faut des spécialistes qui soient là pour apporter des solutions et surtout, comme tu le disais, c'est Paul, finalement, c'est montrer que c'est une opportunité et pas une contrainte pour les chefs d'entreprise. Tu peux nous rappeler, Paul, tu veux dire quelque chose, mais est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est le scope 1 et le scope 2? Alors, quand on fait un bilan carbone, donc là, on Le n'est pas scope dans 3 l'analyse de surtout. cycle de vie. Quand on est dans le bilan carbone, il y a une façon de pouvoir découper finalement les différents flux qui génèrent du carbone dans une entreprise. Et donc, il y a différentes méthodes pour le découper. La méthode scope 1, scope 2, scope 3, finalement, c'est quelque chose qui a marqué les esprits, qui était vu comme quelque chose de complexe. Aujourd'hui, c'est plus la méthode officielle, mais ça reste, parce que finalement, quand on a fini par comprendre ce que c'est scope 1, scope 2, scope 3, on n'a pas forcément envie de changer nos habitudes ou de comprendre différemment les choses. Le principe, c'est le scope 1, c'est que l'entreprise, qu'elle émet directement comme gaz à effet de serre dans l'atmosphère, c'est du scope 1. Donc typiquement, ça va être le carburant qu'elle va consommer, ça va être le gaz qu'elle va brûler pour chauffer les locaux, ça va être les fluides frigorigènes de la clim, du data center ou même des bureaux. Donc c'est les émissions directes, c'est ce qui génère des gaz à effet de serre directement par la consommation d'énergie fossile ou fugitive de l'entreprise. Le scope 2, ça va être la consommation en électricité. Donc c'est les kilowattheures qu'on consomme ou les réseaux de chaud ou de froid, mais bon, c'est surtout l'électricité en kilowattheures. Tout ça en soi, quand on branche son PC, ça émet pas des gaz à effet de serre, mais pour fabriquer l'électricité, on émet des gaz à effet de serre. Alors en France, on est dans un mix énergétique relativement décarboné avec le nucléaire. Donc effectivement, quand on fait le bilan carbone du kilowattheure en France, il est vachement plus bas qu'ailleurs dans le monde, et y compris en Europe. Après, il y a d'autres impacts du nucléaire comme les radiations ionisantes, d'où l'intérêt de voir l'ensemble des indicateurs et pas que le carbone. Mais en tout cas, sur la partie carbone, on a la chance d'être dans un pays relativement décarboné. Donc ça, c'est le scope 2. Et le scope 3, c'est tout le reste. Et notamment, c'est quand on supprime les murs au-delà de l'entreprise, c'est tout ce qui est généré par les fournisseurs et par les clients. Voilà, donc ça va être les déplacements professionnels, ça va être ce qu'on achète, ça va être ce qu'on vend auprès de nos clients. Donc impossible à mesurer, il faut aller demander aux clients. Il faut demander aux clients. Après, il y a des méthodes pour pouvoir Ou aux l'évaluer. fournisseurs. C'est difficile à mesurer, c'est pas impossible. Et pourtant, c'est 80% de ce que Exact- j'ai compris. Exactement, C'est exactement. 80% des émissions. Si on lit le rapport Greening Digital Companies, qui est fait par, je crois, par l'association des télécoms, je vous invite à le lire si vous ne l'avez pas lu parce que c'est fou. Ils ont passé en revue les 200 plus grandes boîtes tech au monde. Ils ont regardé, ils ont établi que il n'y a que 75 sur 200 qui déclarent scope 1, 2 et 3. Ça veut dire que plus de 60% des émissions de la tech sont inconnues. Et parmi les entreprises qui ne déclarent rien du tout, il y a SpaceX, par exemple. Donc, c'est dommage quand on imagine leur... donc, il y a un énorme... Donc, il faut voir d'où on vient. On a dit, les émissions, c'est une partie de l'impact. Et encore, on ne sait qu'une partie de ces émissions. Donc, le besoin de transparence, quand on dit qu'il y a un boulevard pour les consultants, c'est clair parce qu'il y a tellement de choses qui sont cachées, en fait, parce que ces entreprises n'ont pas été obligées jusque-là à les déclarer. Donc, ce qu'il faut espérer, c'est que CSRD, la version compliquée ou la version simplifiée, on verra, va encourager les gens vers plus de transparence afin de baisser leur impact parce qu'on ne peut pas améliorer ce qu'on ne peut pas mesurer. Et puis, si j'ai bien compris, les sujets du moment, comme l'intelligence artificielle, consomment légèrement plus
pollue légèrement plus que tout ce qui existait avant. C'est pas légèrement, c'est beaucoup plus. Mais ça dépend de énormément de choses. Moi, j'ai fait un calcul assez simple. Il y a un outil qui s'appelle Electricity Maps. C'est une start-up danoise qui permet d'aller n'importe où sur un plan du monde et voir quelle est l'intensité carbone de l'électricité. J'ai regardé ça, j'ai vu que donc Moshi, qui est le modèle de IA de QTI, qui était formé dans le data center DC5 dont je vous ai parlé, a de facto généré 12 fois moins d'émissions en étant formé ici que s'il avait été formé au Texas, là où il y a beaucoup de data centers aux États-Unis. Donc ça, c'est une des premières façons de baisser l'impact de l'IA. C'est juste choisir un pays qui a de l'énergie propre, comme pas que la France, il y a la Suède, il y a d'autres pays comme ça. Mais le vrai souci de l'IA, c'est justement à cause de ces... À l'origine, c'est les GPU. Les GPU dont on a besoin pour l'IA consomment à peu près 4 fois plus que les CPU. Et c'est pour ça que leurs besoins énergétiques sont tellement énormes pour l'entraînement et pour l'inférence, l'utilisation quotidienne. Et ça fait que, au niveau des data centers, ça fait 15 ans que la consommation des data centers est relativement flat, malgré une utilisation comme ça, parce qu'on a optimisé la consommation d'énergie dans les data centers. Le problème, c'est que les GPU, ça casse. On ne peut plus utiliser ces techniques d'optimisation et donc on pense, il y a plein d'études différentes qui disent la même chose, que si l'IA continue sur son trajectoire actuelle, la consommation électrique des data centers pourrait doubler, voire tripler d'ici 2030. Et ça, c'est une vraie tendance qui inquiète un peu le monde du numérique responsable en ce moment. C'est pas grave, on fera comme en Irlande, on coupera le chauffage pour alimenter les data centers. Non, mais parle Puisque pas tu en es de- sur des questions comme ça, j'ai une question éventuellement pour James. J'ai lu que l'utilisation de ChatGPT, à chaque fois qu'on faisait une demande, c'était la consommation, non pas là, je ne parle pas d'électricité, mais d'eau, de l'équivalent d'un demi-litre d'eau. Est-ce que Non, c'est exact plus, ou c'est plus. c'est En plus fait, c'est dans certains États des États-Unis, et ChatGPT tourne que aux États-Unis, c'est 1,5 litre pour 100 mots. Et ça, c'est le coût d'inférence. C'est parce qu'un GPU, non seulement il consomme 4 fois plus d'énergie, mais il chauffe 2,5 fois plus qu'un CPU. Donc, il a besoin de plus d'eau pour être refroidi. Donc, prochaine fois que vous demandez ChatGPT, écrivez-moi un mail, videz 3 bouteilles d'eau. Et si ça vous fait rien, continuez. Mais oui, c'est pour ça qu'il faut réfléchir à tous les impacts. Et pourtant, on essaye de labelliser, on essaye de réglementer, on essaye de structurer tout ça. Paul, on a l'impression que les règlements n'arrêtent pas de sortir sur ces sujets, qu'il y a une normalisation qui arrive tous les 3 jours, même si, comme sur la CSRD3, on fait des reculs et on dit attendez, c'est trop compliqué. On a l'impression que c'est très réglementé et qu'il y a beaucoup de nouvelles normes qui arrivent. Tu peux nous faire un petit refresh des normes ou des réglementations, de ce qui est obligatoire ou de ce qui va le devenir rapidement? Au niveau impact environnemental, déjà il y a l'Europe et il y a le reste du monde. En Europe, il y a ce choix qui a été fait d'avoir une réglementation qui devient de plus en plus stricte, histoire d'imposer finalement faire cette transition. A priori, aucun intérêt de faire cette transition, surtout si on pense que c'est anti-business. Donc la réglementation aide à mettre des choses en place, ça aide à mettre des financements en place. C'est pour ça que la BPI, l'ADEME travaillent de manière active pour pouvoir aider les petites entreprises qui ne sont pas forcément directement concernées par la réglementation à faire quand même une transition RSE. Au niveau de la normalisation, le premier point, c'est que mesurer son bilan carbone, c'est une obligation depuis 2023 sur les 3 scopes pour une entreprise de plus de 500 salariés. Donc ça concerne quand même pas mal d'entreprises. Et le principe de faire son calcul carbone sur les 3 scopes, c'est qu'on est obligé de demander à nos fournisseurs quel est l'impact carbone de ce qu'ils nous vendent. Donc ça inclut finalement par ruissellement également pas mal d'entreprises de l'écosystème, y compris celles qui ne sont pas concernées par la réglementation. Si on sort du carbone et qu'on regarde plus globalement sur une stratégie RSE, donc la CSRD, le rapport
extra-financier, le rapport de durabilité au format CSRD, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'un des sujets, c'est qu'on s'intéresse à ce qu'on fait nous au niveau de notre stratégie RSE, mais également sur toute la chaîne de valeur. Donc on s'intéresse également aux clients et on s'intéresse aux fournisseurs. Donc également les entreprises qui ne sont pas concernées, finalement indirectement, elles sont concernées. Donc il y a un certain nombre d'exigences qui viennent se renforcer de la part des grandes entreprises, de la part des marchés publics, pour justement tout l'écosystème, pour pouvoir avoir globalement une stratégie RSE. Et tout ça, c'est assez cohérent. Donc on peut discuter de est-ce qu'on va un peu plus loin, un peu moins loin sur les indicateurs, est-ce qu'on fixe des normes, etc. Mais globalement, il y a un enjeu de le faire. De le faire de manière harmonisée, donc d'avoir des règles de calcul qui sont toutes les mêmes pour tout le monde. Et c'est un peu ça l'objectif de la CSRD, c'est un peu ça l'objectif du bilan carbone, et c'est aussi la raison d'être finalement de structures comme l'ADEME, accompagnées par des cabinets, pour pouvoir tous modéliser de la même manière, avoir mieux normalisé, mieux harmonisé le mode de calcul. Arnaud, on arrive un peu dans le dur. Qu'est-ce qu'il faut conseiller aujourd'hui à une petite entreprise, un distributeur, un revendeur, pour se préparer? Qu'est-ce que tu conseilles aux adhérents d'Eben, un peu sous-entendu, pour se préparer et pouvoir répondre à des appels d'offres, être dans le, dans le moule pour pouvoir continuer à travailler clairement dans un an, dans 2 ans, dans 3 ans? Qu'est-ce qu'il faut faire immédiatement, aujourd'hui, tout de suite? Déjà, c'est contacter la fédération, parce qu'on n'a pas toutes les réponses des experts, mais on a quand même déjà un bon nombre d'informations. Et après, je pense que c'est un peu la théorie des petits pas. Il y a des actions à mettre en place. Il faut essayer de rendre les choses le plus concrètes possible, pas rester sur de la théorie et essayer d'être finalement assez pragmatique dans l'approche. On parle beaucoup des labels. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, j'entends que tu dis pas spontanément, il faut avoir un label. On peut avoir des labels, il y en existe d'ailleurs. La Est-ce que ça fédération. sert à quelque chose de ton point de vue? Qu'est-ce qu'il faut? C'est de la sensibilisation déjà, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on rentre dans un processus, on commence à mettre le nez dans les problèmes et on commence à vraiment prendre le sujet à bras le corps. Donc le label, il a bien sûr une importance. Nous, on travaille sur différents types de labels qu'on met à disposition de nos adhérents et on essaye d'enrichir le plus possible ce catalogue pour les sensibiliser. Vous les accompagnez financièrement sur ces labels? Alors, en fait, le fait de centraliser les demandes, en fait, on contractualise avec les labels et on permet à nos adhérents de bénéficier de cette labellisation par la suite. En fait, Oui. il y a peu de. Je ne sais pas de quel label tu parles, peut-être Ecovadis, Bicorp, ce genre de choses. L'intérêt des labels, c'est que ça marche dans les deux sens. Il y a des labels qui sont spécifiques au numérique responsable. Je pense, par exemple, TCO ou EPAT, je ne sais pas comment, mais qui, eux, ils permettent de savoir quand on veut renouveler son stock de nouveaux matériels, enfin nouveaux, soit reconditionnés. On peut regarder quelle est EPAT, c'est gold, silver, bronze, je crois. On permet de savoir grâce à ces labels si le matériel va durer longtemps, s'il est facile à réparer. Donc les labels, ça sert aussi à informer les acheteurs pour faire des bonnes décisions au moment d'acquérir de nouveaux hardware. Paul, quel est ton avis sur les labels et qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui, un peu le même genre de question, de ton point de vue, pour aller vers un label ou au moins quelque chose qui te permette d'identifier que tu as entrepris une démarche dans cette direction? Alors, les labels, moi j'y crois beaucoup. Je crois surtout aux labels sectoriels. C'est-à-dire que avoir un label générique, ça permet de montrer qu'on a globalement une bonne approche stratégique RSE. Mais on n'a pas du tout les mêmes priorités RSE d'un segment métier à l'autre. Donc finalement, on parle des PAT, on parle de labels numériques responsables. Il y a pas mal de labels comme ça, spécifiques sectoriels qui se sont créés, que je trouve plutôt bien sentis. Notamment au Club des dirigeants réseau et télécom, nous on croit fermement que travailler dans le collectif, ça permettra déjà d'enlever de la complexité et de pouvoir embarquer collectivement l'écosystème pour pouvoir avoir une approche vertueuse sur ces sujets-là, pouvoir répondre aux appels d'offres déjà avec un tronc commun qui est solide et pouvoir le valoriser et se dire qu'on n'est pas trop largué finalement quand le sujet arrive et surtout s'il s'accélère. Donc il y a un parcours qui est en train de se créer avec le CDRT auprès des adhérents qui justement embarque
globalement les entreprises adhérentes ou les entreprises du secteur dans une stratégie RSE pour pouvoir établir une feuille de route qui est pertinente avec des enjeux qui sont matériels pour l'entreprise, mais également faire de la sensibilisation et collectivement pouvoir échanger, discuter entre pairs pour pouvoir savoir quels sont les enjeux importants, comment arrive la réglementation, par quoi on est concerné, est-ce que c'est important au niveau des marchés publics et quelles sont les grandes priorités à mettre en œuvre. Il y a un point important, c'est que finalement le partage de best practice, de cas d'usage, c'est ce qui marque le plus. Parce que l'approche de spécialiste, elle peut faire peur aussi. Donc le fait de pouvoir, dans un endroit comme la fédération, avoir cette grande maison qui est porte ouverte où on peut échanger entre pairs, entre confrères aussi, pas que concurrents, pour adresser ce marché-là, c'est important. Et dans cette logique, les labels, combien ça coûte un peu, sans avoir le détail des prix? C'est quoi les ordres de grandeur de coût? Bah, ça peut être plusieurs milliers d'euros, des dizaines de milliers d'euros pour certains labels. Donc ça peut être très lourd pour une entreprise de moins de 20, 30 salariés, quoi. Surtout le temps qu'il faut pour aller chercher. C'est ça, et ça c'est le temps. Il y a le coût caché. Il y a le coût caché, bien sûr. Oui, après, il y a du temps, il y a un peu d'argent à mettre. L'idée, c'est que quand on travaille collectivement, il y a des économies d'échelle. C'est-à-dire le fait de travailler collectivement sur ces sujets-là, ça permet d'aller cibler, plutôt que de ratisser à 360 sur le sujet, on cible assez bien sur les sujets les plus importants, et c'est là-dessus qu'on va gratter le sujet, et c'est ce qui permet finalement, même pour des PME et des TPE, qui vont se retrouver un peu étouffés sur ces sujets RSE et sur cette réglementation, de pouvoir quand même avoir un socle solide sur lequel ils peuvent s'appuyer pour dire, OK, c'est quand même un sujet, nous, qu'on a regardé collectivement, on n'est pas à la rue sur le sujet. À ce stade, j'ai deux nouvelles, une bonne, une mauvaise. La mauvaise, c'est que le temps passe vite et qu'on va arriver au bout de cette table ronde. La bonne, c'est que nos trois experts vont rester quelques minutes présents en bas du stand et vous pourrez leur poser quelques questions si vous vous dépêchez d'aller à leur rencontre. L'idée de cette table ronde était d'apporter des idées, des éléments de réflexion pour des revendeurs, pour des distributeurs sur ce sujet du Green IT qui va être de plus en plus prégnant dans le fonctionnement des entreprises. Et avant de se quitter, j'aimerais vous demander un petit mot de conclusion. Arnaud, quel est le conseil que tu donnerais à un revendeur aujourd'hui par rapport au Green IT? Qu'est-ce qu'il faut faire demain matin en rentrant, pas demain parce qu'il reste encore IT Partner, mais après-demain matin en rentrant dans son entreprise? Contacter encore une fois la fédération. On a des experts chez nous, on a des partenaires, que ce soit dans tout ce qui est leasing, par exemple. Aussi, on n'a pas parlé de cet aspect-là, mais aussi on peut prolonger la durée de vie des équipements. On a des partenaires de type éco. Nous, on travaille encore une fois avec Corpo Karma. On travaille aussi, on n'en a pas parlé, mais sur la QVCT. Donc, on a aussi là, dans l'usage des choses à mettre en place. Les conditions de travail. Voilà, la qualité de vie et les conditions de travail. Il y a aussi des choses, des habitudes à changer. Et donc, sur cette sensibilisation, venez nous rejoindre. On a ce soir d'ailleurs une petite soirée ébène dans laquelle on va parler de ce sujet-là. Bon, on va déjà te rejoindre à la soirée avant de rejoindre chez Ben. Paul, à part te contacter, qu'est-ce que tu peux donner comme conseil? Déjà, c'est une bonne conclusion. Non, c'est un sujet. J'invite tout un chacun à s'intéresser au sujet de la RSE. C'est pas un effet de mode. C'est quelque chose qui va se renforcer de toute façon, contraint et forcé. On est sur une planète aux ressources limitées, qu'on le veuille ou non. Et on fait comme si on pouvait fonctionner, en particulier dans le numérique responsable, de manière illimitée. Donc, s'intéresser au sujet, c'est une nécessité en tant qu'humain, mais c'est aussi de toute façon quelque chose qui va arriver de plus en plus fort dans la réglementation. Peu importe que ça se durcisse plus ou moins rapidement, ça va arriver vite. Et finalement, en rentrant dans le sujet, on se rend compte d'une, c'est un sujet qui est passionnant. De deux, c'est un sujet qui est plein d'opportunités, également d'opportunités business. Et c'est une activité qui est au final rentable. James, un conseil pour terminer? Héberger chez Skyway? Pas du tout. Moi, tu parlais tout à l'heure de c'est quoi les freins qui pourraient empêcher les gens de s'embarquer dans un démarche numérique responsable. En fait, il y en a deux. Il y a la réglementation, il y a l'argent. Réglementation, il y en a une qui est une exception française, c'est la loi Rennes, qui oblige toutes les collectivités locales de plus de 50 000 personnes de publier leur stratégie numérique responsable. Ça veut dire que si vous voulez travailler avec ces collectivités, la fournir un service, il faut que vous conformiez à leur cahier des charges. Donc, premièrement, vous n'avez pas le choix. Deuxièmement, l'éco-concept, si on éco-conçoit son infrastructure IT, j'aime beaucoup l'exemple de Dalkia. Ils ont rééco-conçu leur site web. Il est passé de 7 serveurs à 2.
Donc, c'est des économies incroyables. C'est pas juste bon pour la planète, c'est bon pour l'argent aussi. Et je pense que ça, c'est avec des arguments comme ça, on peut convaincre tout le monde. En tous les cas, je vous remercie tous les trois pour le temps de préparation, pour avoir participé à cette table ronde. Et j'espère que ce sera bon pour vous toutes, vous tous, d'avoir quelques éléments de réflexion, quelques idées pour progresser dans ce long chemin. On a compris qu'il allait être long de la RSE et du Green IT. Merci à tous les trois. Merci Paul.